Je m'appelle Léo, j'ai 30 ans. Cela fait des semaines que je marche dans ce désert irradié, accompagné de Diane et Armand, mes compagnons d'infortune. Avant, j'étais un simple livreur de colis à Paris, un gars ordinaire. Mon quotidien se résumait à des livraisons répétées et des trajets en scooter dans les rues bondées. Aujourd'hui, je ne suis qu'un survivant, réduit à suivre une rumeur. Un bunker, quelque part, qui serait la clé pour rebâtir ce monde brisé. Chaque pas sur ce sol brûlé me rappelle que l'ancien monde n'est plus. Les tempêtes de sable irradié nous ralentissent, les nuits glaciales nous privent de sommeil. Mais l'espoir, bien que fragile, est notre moteur. Je me souviens encore du jour où les bombes ont changé la face du monde. Les sirènes hurlaient, et je voyais les gens courir dans tous les sens, comme des fourmis paniquées. Puis le choc, le souffle qui a balayé la ville. Les immeubles se sont effondrés, les rues que je connaissais par cœur n'étaient plus que des champs de débris. Ma mère était à la banlieue ce jour-là. Mon père, je l'avais perdu bien avant tout ça, mais son absence me pesait plus que jamais. Je n'ai jamais su si ma mère avait survécu, et cette incertitude est une plaie ouverte. C'est cette question, ce besoin de réponse, qui me pousse à avancer. Si je survis, alors peut-être que tout cela a un sens. Mais parfois, la fatigue me fait douter. Dans notre groupe, Diane est une ancienne infirmière, douce mais tenace. Elle soigne mes plaies avec une patience infinie, m'encourageant avec un sourire même dans les moments les plus sombres. Elle a perdu ses enfants dans le chaos, mais elle ne parle jamais de sa douleur. Armand, lui, est un vieux grincheux, mais son passé de mécanicien nous sauve régulièrement. Il vérifie sans cesse nos masques et les compteurs Gégère, râlant sur l'état pitoyable de notre matériel. Nous formons une équipe improbable, mais indispensable. Chacun de nous apporte quelque chose qui nous permet de tenir. Chaque jour, nous nous appuyons les uns sur les autres pour avancer dans cet enfer de cendres et de ruines. Nos vivres diminuent dangereusement. Chaque morceau de pain est compté, chaque goutte d'eau rationnée. Nos filtres à air, déjà usés, commencent à montrer des signes de défaillance. Cette rumeur de bunker commence à ressembler à un mirage, un conte qu'on se raconte pour ne pas sombrer. Pourtant, nous continuons. Les survivants que nous croisons nous parlent de ce lieu comme d'une évidence. Le bunker est réel, disent-ils. Mais aucun ne semble l'avoir vu. Chaque jour est une lutte contre le doute et l'épuisement. Je sens que la fin de nos ressources pourrait signer la fin de notre quête. Je ne sais pas quoi penser de ce bunker. Diane y croit avec une foi aveugle, presque contagieuse. Ce sera notre salut, murmure-t-elle souvent. Armand, lui, ne cesse de m'accuser de le mener à une mort certaine. Ce n'est qu'une histoire, gronde-t-il en ajustant son masque. Moi, je suis coincé entre ces deux visions. L'espoir de trouver quelque chose, n'importe quoi, me retient de tout abandonner. Mais et si ce n'était qu'un conte? Et si nos pas nous menaient vers un abîme encore plus profond? Ces questions m'empêchent de dormir, mais je n'ai pas le luxe de m'arrêter. Diane insiste, on ne peut pas s'arrêter maintenant. Pas si près du but. Sa voix est empreinte d'une ferveur que je ne peux pas briser. Armand grogne, tu parles d'un but, un foutu mythe. Ces mots sont durs, mais je sais qu'ils cachent une peur profonde. Je joue les arbitres, tentant de maintenir la cohésion du groupe. La tension monte, palpable comme l'air lourd de radiation. Je crains que la moindre étincelle ne fasse éclater notre fragile équilibre. Mais pour l'instant, nous restons unis, portés par une nécessité commune. Je repense à mon grand-père. Il parlait parfois de bunkers secrets, de lieux que l'armée avait prévus pour des catastrophes. Enfant, je pensais que c'était des histoires, des contes pour impressionner un petit-fils curieux. Mais aujourd'hui, je me demande si ces légendes ne contenaient pas un fond de vérité. Mon grand-père était un homme pragmatique, pas du genre à inventer des fables. Peut-être qu'il savait quelque chose que je n'ai jamais compris. Cette pensée me donne la force de continuer, même lorsque tout semble perdu. Je prends une décision, nous devons continuer. L'aide est notre meilleure chance. Un marchand ambulant nous a donné des coordonnées griffonnées sur un bout de papier sale. Diane me soutient, Armand bougonne mais suit. Le doute me ronge, mais je n'ai pas d'autre plan. Nous devons essayer, même si cela signifie risquer ce qui nous reste. Je sens le poids de leur regard sur mes épaules, mais je refuse de faiblir. Si nous devons échouer, ce ne sera pas sans avoir tout tenté. Nous partageons nos maigres provisions. Chaque morceau de pain dur, chaque goutte d'eau, est un précieux trésor. Armand bricole un vieux chariot pour transporter ce qu'il reste de filtre, utilisant des morceaux de métal trouvés en chemin. Diane revérifie nos masques, ajustant les sangles et inspectant les filtres avec minutie. J'étudie le trajet dans un carnet écorné, essayant d'anticiper les zones les plus irradiées. Chaque geste est calculé, chaque décision est cruciale. Nous n'avons plus de place pour l'erreur, mais je sens que nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend. Sur la route, un clan de survivants affamés nous arrête. Leur chef,
Nora propose un échange, des conserves contre des filtres. Diane veut les aider, son instinct de soignante prenant le dessus. Armand refuse, arguant que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage. Je tranche, donnant le strict nécessaire pour éviter un conflit. Les regards des survivants me hantent, un mélange de gratitude et de désespoir. Nous ne sommes pas les seuls à nous battre pour survivre, et cette pensée m'alourdit le cœur. Mais je sais que nous devons avancer. Le compteur Gégère s'affole, une zone hautement irradiée bloque notre chemin. Nous devons contourner par un canyon rocailleux, perdant de précieuses heures. Les parois du canyon sont instables, et un glissement de terrain manque de nous ensevelir. Armand peste, sa voix résonne dans l'étroitesse du passage, on perd du temps précieux. Je le comprends, mais nous n'avons pas le choix. Chaque détour est un risque supplémentaire, mais avancer tout droit signifierait une mort certaine. En fouillant les affaires de Nora, je tombe sur des notes mentionnant le bunker 13. Mais il y a aussi une mention sinistre, projet d'isolement. Aucun survivant attendu. Armand lit ces mots à haute voix, et un silence glacé s'installe. Diane serre les poings, son regard brille d'une détermination fébrile. Moi, je sens un poids lourd sur ma poitrine, ce bunker n'est peut-être pas ce que nous imaginions. Mais maintenant, nous sommes trop loin pour rebrousser chemin. Ces notes me hantent. Si ce bunker n'est pas un refuge, mais un piège, Diane refuse d'y croire. Il faut aller jusqu'au bout, dit-elle avec force. Armand, lui, veut déjà faire demi-tour. La tension monte encore. Nous sommes fatigués, affamés, et ces révélations n'aident en rien. Pourtant, je propose de continuer. Même si ce n'est pas ce qu'on espère, il pourrait y avoir des ressources, dis-je, essayant de convaincre tout le monde, et moi-même. Nous révisons notre plan. Armand, bien que réticent, finit par accepter. Diane voit toujours une étincelle d'espoir dans ce bunker. Moi, je prends la tête, les coordonnées griffonnées dans une main tremblante. Nous décidons de redoubler de prudence. Le doute est omniprésent, mais il est trop tard pour reculer. Chaque pas nous rapproche de la vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Autour d'un feu improvisé, les langues se délient. Armand parle de sa fille perdue, de ses regrets de ne pas avoir été là pour elle. Diane évoque son ancien métier, son hôpital abandonné, et les patients qu'elle n'a pas pu sauver. Je me confie sur ma mère, sur la culpabilité de ne pas avoir tout fait pour la retrouver. Ces échanges nous rapprochent, renforçant un lien fragile mais essentiel. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête, et cela compte plus que tout. Cette nuit-là, je revois les images de mon immeuble en ruine, les corps éparpillés dans la rue. Ce souvenir me hante, me tenant éveillé. Je comprends que ce traumatisme est une partie de moi, mais je décide de ne plus fuir. Au petit matin, je suis debout avant les autres, résolu à affronter mes démons. Nous avons trop perdu pour laisser nos fantômes nous ralentir. Après des jours de marche, un dôme métallique se dessine à l'horizon. Le compteur Gégère oscille dangereusement, mais nous continuons. L'air est lourd, l'atmosphère électrique. Nous y sommes presque. L'espoir et la peur se mêlent dans nos regards. Je sens mon cœur battre à tout rompre alors que nous approchons de ce lieu qui a alimenté tant de légendes. Nous entrons dans le bunker. Les couloirs sont éclairés par des néons vacillants. Des panneaux indiquent des salles de test et isolement. Les murs suintent l'humidité, et l'air est lourd de poussière. Nous trouvons des documents parlant de manipulation génétique, d'échecs tragiques. L'horreur nous envahit, ce lieu n'était pas un refuge, mais un laboratoire sinistre. Une alarme retentit soudain, brisant le silence oppressant. Des sentinelles mécaniques surgissent, leurs lumières rouges clignotant comme des avertissements de mort. Nous courons, désespérés, à travers les couloirs labyrinthiques. Diane panique, Armand hurle des instructions que personne ne peut suivre. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. Chaque porte fermée est un obstacle de plus, chaque seconde une question de survie. À bout de souffle, nous trouvons refuge dans une section désaffectée. Le silence revient, mais nos cœurs battent toujours à tout rompre. Je réalise que ce bunker n'était qu'une illusion, une promesse vide. Mais en perdant cet espoir, je gagne une clarté nouvelle, il faut survivre autrement. Ce lieu ne nous sauvera pas, mais il ne nous détruira pas non plus. Armand propose de saboter les systèmes du bunker pour empêcher que d'autres tombent dans le même piège. Diane, bien que choquée, est d'accord. Nous nous répartissons les tâches, Armand s'occupe du système électrique, Diane neutralise les dispositifs médicaux dangereux. Je garde un œil sur le périmètre, prêt à sonner l'alerte si nécessaire. Ensemble, nous détruisons ce lieu maudit. Nous quittons le bunker, légèrement. Nos ressources sont maigres, mais nous avons retrouvé une force que nous pensions perdue. Le désert reste impitoyable, mais nos pas sont plus sûrs, notre volonté plus forte. Ce n'est plus le bunker qui nous porte, mais la certitude que nous pouvons survivre, peu importe les épreuves.
Je me dis qu'on peut encore bâtir quelque chose. Armand mentionne une fréquence radio captée brièvement, un signal venant peut être d'une autre communauté. Diane parle d'établir un campement temporaire pour reprendre des forces. Pour la première fois depuis longtemps, nous envisageons un futur, non comme une survie, mais comme une reconstruction. Avant de repartir, je prends un moment pour regarder le désert autour de moi. Les cendres tournoient sous le vent, mais au loin, je crois apercevoir un rayon de soleil percer les nuages. Je tourne mon regard vers Diane et Armand. Nous avons survécu à cette épreuve, et même si le bunker n'était pas le salut espéré, nous avons trouvé quelque chose de plus précieux, l'espoir. Je note dans mon carnet, ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ. Ensemble, nous trouverons un chemin. Nous avançons, cette fois avec une détermination renouvelée. Chaque pas est une promesse, chaque regard échangé est un rappel que, tant qu'on reste unis, tout est possible.